Bonjour Pierre-André. Donc on s'est vu au Bonneau, on s'était vu aussi au Salon Nautique de Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours nautique? Parce que quand on cherche un peu Pierre-André Huglot sur Google par exemple, on trouve beaucoup de choses sur ton parcours de philosophe et de prof de philo, mais pas beaucoup de choses sur la voile. Je fais de la voile depuis que je suis tout petit. J'ai découvert la voile avec mon père qui m'a emmené sur sa caravelle dans les années 60 et j'ai d'emblée adoré naviguer j'ai toujours voulu naviguer davantage en fait. J'ai aussi depuis très très longtemps eu le goût de naviguer en solitaire. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi, mais c'est un fait. Ma première croisière en solitaire, je l'ai faite justement sur la caravelle de mon père, j'avais 14 ans. Ensuite, j'ai eu différents bateaux et sur tous ces bateaux, j'ai essayé de les équiper pour naviguer en solitaire et de naviguer. Alors comme je suis prof, comme tu l'as dit, j'ai surtout navigué l'été parce que dans le cours de l'année, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais donc je partais l'été, je pars l'été, à peu près un mois et demi, et j'explore, disons, les côtes françaises, un petit peu espagnoles et surtout britanniques. J'aime beaucoup toute la côte ouest des îles britanniques. Et avec ce bateau-ci, là, j'ai bien exploré l'Écosse plusieurs fois et c'est des endroits que j'aime énormément. J'ai eu trois bateaux, enfin j'ai eu un 420 et après j'ai eu un Tequila Sport, un Pogo 850 et ce bateau-là, Fresh Herring, qui est un Contessa 32. Donc les trois bateaux sont des bateaux qui sont des très bons bateaux à voile. C'est vraiment des purs voiliers, c'est tous les trois plus ou moins des bateaux de course aussi. Et j'aime beaucoup, c'est important pour moi d'avoir des bateaux qui sont des vrais voiliers parce que j'aime bien faire de la voile pure, c'est-à-dire que quand je navigue, j'utilise mon moteur pour sortir du port, pour rentrer dans le port, et ensuite je ne fais que de la voile, quoi. Et je suis réputé pour consommer 2 litres de gasoil sur un été. D'accord. Mais des bateaux très différents les uns des autres, parce que entre le Pogo 850 et le Contesta... Oui, c'est des bateaux très différents. Le but, c'est des bateaux qui soient pas trop, qui tout en n'étant pas trop grands, permettent de faire de longs voyages et de la navigation océanique, parce que j'ai toujours voulu approfondir ce terrain. Et donc, j'avais abandonné mon tequila, que j'aimais énormément, pour acheter un Pogo 850 pour pouvoir aller plus loin au large. Et puis, suite à une mésaventure avec ce Pogo, puisque j'ai fait naufrage avec ce bateau, je me suis très vite, j'ai eu besoin de racheter un nouveau bateau, mais un bateau sur lequel je me sentirais plus en sécurité et surtout d'un point de vue autonome. Et donc j'ai acheté ce bateau qui est un excellent bateau qui était assez ancien. Ce bateau-là, il a 45 ans en ce moment-là. Donc c'est quand même un vieux bateau, mais je passe beaucoup de temps à l'entretenir pour qu'il soit le plus sain possible et le plus beau possible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes motivations pour la longue route? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans cette aventure? Ce qui m'a fait me lancer dans cette aventure, en fait, dès le moment où j'étais au lycée, je saoulais mes petits camarades avec Bernard Moitessier. Déjà, j'étais très très fasciné par ce marin et ce personnage aussi, parce que c'était pas juste un marin. Et bon, mon goût pour la navigation solitaire, il a été certainement pas causé, mais renforcé par ce que j'ai pu lire de Moitessier, et ça m'a donné envie d'aller plus loin, etc. Et donc, depuis très très longtemps, j'avais le projet de faire le tour du monde, et si possible en solitaire par les trois caps, comme
et jusqu'à quelques années, je comptais faire ça à la retraite parce que c'était plus simple d'un point de vue, du point de vue de l'organisation de la vie, du point de vue financier aussi, etc. Mais bon, il se trouve qu'il y a eu la longue route qui est apparue. Enfin, il y avait le Golden Globe aussi. J'avais envisagé de m'inscrire au Golden Globe, mais mon bateau ne fait pas partie de la liste des bateaux autorisés pour le Golden Globe. Donc finalement, je me suis retrouvé dans la longue route et j'y suis très 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 bien. Le Contessa 32, c'est un petit bateau. Comment tu t'organises pour la gestion de la place dedans et entre autres pour les vivres? Alors je suis obligé d'être minimaliste de toute façon, mais ça correspond à mon état d'esprit en bateau, alors ça me dérange pas trop. En fait, parce que pour moi c'est important d'avoir un bateau qui va bien, et donc je voulais pas du tout surcharger le bateau. Bon, j'avais lu par exemple, je sais que Knox Johnson, quand il est parti, il avait à peu près 1,5 tonne de vivres, Moitessier pareil. Mais bon, ils avaient des bateaux, Knox Johnson, son bateau il doit peser dans les 10 tonnes, Joshua il pèse dans les 15 tonnes. Donc 1,5 tonne sur 15 tonnes, ça se fait. Mais mon bateau là, il pèse à vide 4 tonnes 3. Donc si je mets 1,5 tonne, ça va être une abomination. Donc je me suis donné comme principe d'avoir le chargement qui correspondait à un équipage de régate complet. Bon, sur ce bateau, il y a normalement, quand les Contessa, il y a beaucoup de Contessa qui régatent dans le Solent, ils sont 6 à bord. Donc 6 x 8, 6 x 80, 480, plus 120 kg, puisque j'ai retiré le moteur qui pèse 100 kg, plus 20 kg de gasoil. Et donc tout ça, ça fait 600 kg. Donc le bateau, je me suis donné comme barre pour l'avitaillement et tout, 600 kg. D'accord. Et donc, ça veut dire que donc j'ai pris un peu de lyophilisé pour avoir un gain de poids et de place. Et puis, j'ai acheté un dessalinisateur manuel pour pouvoir avoir peu d'eau, embarquer peu d'eau. Donc là, j'embarque 90 litres d'eau au cas où. Mais sinon, j'ai mon dessalinisateur manuel et puis j'ai des systèmes traditionnels de récupération d'eau de pluie sous la baume. J'ai aussi un petit taux que je peux mettre dans le cockpit. Donc j'ai de quoi récupérer de l'eau si j'ai un problème avec le dessalinisateur. Et puis sinon, j'ai pris des conserves et des pâtes, de la purée mousseline, enfin toutes les choses standards, mais qui sont, disons, le but c'est d'avoir la meilleure rentabilité en volume, poids et apport calorique. Oui. Donc j'essaie de prendre des choses comme de cet ordre-là. Mais bon, je vais pas revenir en surpoids, ça c'est sûr. Pas question pour moi de naviguer avec un enrouleur parce que j'aime bien avoir des belles voiles. Et quoi qu'on dise, avec un enrouleur, les voiles elles sont moins belles parce qu'elles sont obligées d'être polyvalentes. Donc on a un génois qui est moyen pour tout. Alors que moi j'ai un très très bon génois léger, j'ai un bon génois médium, j'ai un bon génois lourd, j'ai un bon génois de gros temps. Donc, mais bon, tout ça, ça va demander beaucoup de manœuvres, hein, parce que par temps variable, on regrette de ne pas avoir d'enrouleur. On se dit, oui. Mais qu'est-ce que je suis con de ne pas avoir d'enrouleur? Parce qu'il faut se cogner, amener, envoyer la voile, c'est pas gênant, mais c'est surtout la manipulation des sacs à voile dans la soute, c'est ça qui peut être à la fin lassant, fatigant, quoi. Mais donc je vais quand même me dépenser physiquement pas mal, donc bon, il faudra que j'essaie de manger le mieux possible. Oui, bien sûr. Donc tu pars un peu sans électronique, avec vraiment les moyens voile. Oui, alors comme équipement, j'ai quand même un lock, mais que je le mets pas en permanence, mais je m'en sers parce que je vais faire principalement ma navigation au sextant. Donc j'ai 2 sextants, donc un lock ça peut être utile entre 2 visées pour voir le chemin parcouru et pour pouvoir faire son point. Sinon j'ai 2 GPS portables quand même que j'utilise pas souvent, mais que je préfère avoir parce que faut pas. Oui. Hein, si on atterrit après plusieurs jours de mauvaise visibilité dans un coin difficile, un GPS ça quand même, ça peut être pas mal. Donc enfin c'est des portables, mais bon ça suffit. Hein.
Et puis j'ai un Merveille, un détecteur de radar, parce que ça c'est quand même utile aussi. Donc voilà, j'ai juste ça, ce qui me permet de ne pas avoir de grosses infrastructures pour trouver du courant, puisque j'en consomme pas beaucoup. Bah, bien sûr. Hein, et donc j'ai juste un panneau solaire intégré sur le pont, et puis une petite éolienne sur l'arrière. Et ça suffit amplement à mes besoins. Je peux même revendre de l'électricité à EDF s'ils ont un câble assez long. D'accord, et donc plus de moteur, puisque tu as enlevé le moteur. Oui, plus de moteur, ce qui me permet d'avoir de gagner de la place, de gagner du poids, et puis d'avoir une coque, puisque le chantier a fait un très beau carénage du Bostel devant le Safran. Donc là, je pense que le bateau il va être au sommet de sa glisse. D'accord. Et tu as aussi, alors tu emmènes un iridium ou des choses pour pouvoir contacter quand même ta famille ou tes proches? Alors j'ai un téléphone Iridium que j'ai depuis quelques années, donc que je vais emmener bien sûr. Et j'ai pris 500 minutes de vocal, mais avec la possibilité de faire des SMS. Avec 500 minutes de vocal, on peut, enfin pour la même quantité, on peut envoyer 4500 textos. Donc ça va. Donc ce que je compte faire, c'est envoyer au moins une position par semaine. J'ai vu ça avec Patrick Paul de SailCloud. Donc on a formaté nos échanges. Et donc j'enverrai à ma femme ma position, quelques petites remarques, et elle transférera ça sur une liste de diffusion. D'accord. Dans laquelle tu es déjà inscrit d'ailleurs. Oui. Et puis et comme ça, on pourra suivre mon voyage notamment sur la page de position de la longue route. Non, mais ça ne sera pas actualisé tous les jours, ça sera en gros toutes les semaines. Est-ce que tu as dans ton parcours, dans cette aventure, en fait, une démarche de spiritualité, une recherche un peu comme ça? Ma démarche, c'est bien sûr, il y a une dimension de spiritualité si on veut, mais pour moi d'abord, c'est pas quelque chose dont je peux trop parler, et ensuite c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui va avec. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une grande aventure sportive pour moi, la longue route. Une grande aventure plus de voile. Enfin, la voile, c'est quand même du sport. Et ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment faire de la voile, faire complètement de la voile. Mais faire complètement de la voile, c'est être en contact avec l'univers. Avec les éléments, oui. Et donc, à travers cette pratique, il y a une expérience humaine et qui a une dimension spirituelle, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que je peux isoler de la pratique. C'est comme si c'est un petit peu en latéralement, il y a quelque chose qu'on va vivre sur le plan humain, sur le plan spirituel, mais si on le met au centre, à mon avis, on sera à côté. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer sur le bateau, sur comment il va dans la mer et tout ça. Et à l'occasion de ça, il se passe quelque chose. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais c'est pas le point de départ, quoi. C'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est. Mais moi, je veux dire, quand j'adore naviguer, et j'adore la voile, j'adore naviguer, et dans cet amour de la voile, il y a l'amour de. C'est pas juste quelque chose de technique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça passe par là, quoi. Ok. Là, on est à quelques semaines de ton départ. Oui. Petite semaine.
15 jours, moins de 15 jours. 15 jours, ouais, c'est ça. Comment tu le sens maintenant? Quel est ton état d'esprit? Voilà, ta préparation est quasiment terminée. Oui, bah, ce qui est d'ailleurs une satisfaction, parce que ça fait en gros presque 2 ans que je travaille d'arrache-pied pour tout faire, quoi. Et là, de voir que les choses, c'est un peu comme un puzzle qui se termine, ça fait quand même plaisir. Alors après, ça fait un peu peur quand même, bien sûr, hein, parce que c'est quand même une grande aventure, hein, le temps le plus long que j'ai navigué, c'est 50 jours en solitaire. Donc là, on va changer de dimension, quoi. Ouais. On va changer de dimension. Je ne connais pas l'océan austral. Je le connais, j'ai beaucoup lu, hein. Pour me préparer, j'ai vraiment lu et relu, parce que depuis toute ma vie, j'ai lu tous les récits. Et là, j'ai lu et relu, crayon en main, tous les récits depuis Moitessier, mais aussi Fougeron, enfin, jusqu'à récemment Jacques Réguidel, André Gentil, tous ces gens-là. J'ai lu leurs bouquins, et crayon en main, en prenant des notes et tout. D'ailleurs, ma femme me disait, on a l'impression que tu passes un examen. Moi, j'ai dit, oui, je passe. Faut que je sois à la hauteur du projet. Et c'est pas évident. Donc, j'ai beaucoup préparé ça comme ça. Mais évidemment, je ne connais pas par expérience directe l'océan austral. Et bien sûr, je pense qu'il y aura des moments où je vais avoir peur. Parce que je pense que certaines vagues vont faire peur. Donc j'y vais avec une certaine appréhension, mais qui n'annule pas du tout le désir profond d'y aller. Bien sûr. Et même, je dirais, la satisfaction, la joie profonde de partir. De partir faire ce voyage qui m'a beaucoup fait rêver toute ma vie, et là d'être sur le point de partir. Maintenant, pour moi, partir, même quand je pars pour un mois, ce qui est déjà long, c'est toujours très difficile, le changement d'univers, oui. de l'univers, disons, social, à cet univers marin, et dans l'autre sens aussi d'ailleurs. Donc le jour du départ, je vais être sans doute très noué, mais ça c'est toujours comme ça. Mais sinon, je suis très heureux de partir. D'accord. Et ton épouse, qu'est-ce qu'elle en pense? Mon épouse, ça fait des dizaines d'années qu'elle entend parler de ce projet, donc elle n'est pas trop surprise. Et elle m'encourage beaucoup à le faire, de même que mes enfants d'ailleurs. Et mes enfants sont grands, hein. Mon aîné a 30 ans et la petite dernière elle a 19 ans, donc ils sont grands, mais néanmoins ils m'encouragent beaucoup, et pour moi c'est important, parce que si je devais partir contre leur gré, ça me poserait un problème. Mais sinon, donc ma femme, elle me dit qu'elle a toute confiance dans mes capacités, ce que ça me fait plaisir, mais bon. Et puis, je crois elle voudrait pas que je parte pas, quoi. Et puis, avec elle, j'ai beaucoup échangé sur, tous les doutes, tous les questionnements qu'on peut avoir quand on prépare. On a énormément parlé de tout ça, quoi. Et elle m'a beaucoup encouragé dans les moments où je me disais, bon, je suis peut-être pas à ma place pour faire ça, etc., etc. Elle m'a beaucoup encouragé pour le faire, et ça, je dois dire que je pense que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir une femme qui me porte comme ça, quoi. Tu vas peut-être nous faire une petite visite guidée du bateau pour qu'on le découvre, parce que moi j'ai découvert tout à l'heure, il est magnifique. Et puis on fera une petite conclusion après. D'accord. Donc là ici, une des modifications importantes, c'est une cloison étanche, hein. Je vais pas l'installer maintenant, mais ce panneau-là, je peux le boulonner sur la cloison, et ce qui fait que le poste avant est fermé par rapport au reste du bateau.
en cas d'abordage ou d'iceberg ou d'OVNI, c'est quand même quelque chose, une sécurité importante. Il y a un crash box à l'avant. D'accord. Et il y a ça en plus. Et comme le panneau peut être ouvert de l'intérieur et de l'extérieur, ça pose pas de problème pour les changements de voile. Donc ça c'est une modification importante. Cette planche qui est à la place de la table, Oui. et cette planche, je les ai faites pour supporter des poids lourds dans les deux sens, en cas de chavirage, parce que tout mon matériel est stocké là-dedans, quoi. Tous mes coffres sont bloqués hein, et peuvent fermer. Et puis donc j'ai aussi à la place du compartiment moteur et dans la couchette du navigateur, même chose qu'à l'avant, on peut mettre des panneaux de contreplaqué et les serrer avec des boulons, et de sorte que le bateau est divisé en 3 compartiments. Ce qui est un gage quand même de sécurité, parce que quand on sort, bon, ici en mer, en haute mer et par gros temps, il y a une fargue qui va jusqu'ici, et une petite fargue sur charnière qui est au-dessus. Mais quand on sort, si le bateau prend une mauvaise vague, beaucoup d'eau peut rentrer, par exemple, et c'est quand même important de s'assurer que le bateau ne va pas se remplir complètement. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. D'accord. Donc là j'ai une cuisinière, à alcool en fait, tout ça. D'accord. Donc là tu as une bulle. Ouais, donc là ça fait 2 ans qu'elle est sur le bateau et c'est très très bien en termes de veille, et ça permet de faire la veille sans être tout le temps trempé, quoi. Et j'ai aussi un petit système de barre intérieure. Hein. Cette barre ici revient par un jeu de drosse sur la barre ici. Hein, et donc je peux barrer de l'intérieur. Bon, c'est un système très sommaire mais qui permet disons d'ajuster le parcours du bateau si besoin est de l'intérieur. Là on a mis un panneau solaire qui suffit amplement à mes besoins électriques. D'accord. Et une petite éolienne. Et une petite éolienne sur l'arrière du bateau. Alors bien sûr le bateau là depuis qu'il existe, et comme tous mes bateaux, il fonctionne avec un régulateur d'allure. Donc là ici, normalement ici bien sûr il y a un aérien qui joue avec le vent, et en fonction de ça, ça joue sur une pale qui, par le biais de ses drosses, joue sur la barre. Et bref, le système comme ça fonctionne très très bien. Et puis on a mis des échelons de mât aussi, hein, des échelons sur le mât pour pouvoir grimper sans trop de problèmes en tête de mât, pour un problème de drisse ou quoi que ce soit. C'est quand même une sécurité de pouvoir monter au mât comme ça, quoi. Et puis sur la baume, j'ai rajouté ici, j'ai 3 bandes de rime et j'en ai rajouté une 4e, parce que j'ai une grand voile à 4 ris. Hein. Au cours de mes navigations précédentes, j'ai expérimenté que dans certaines forces de vent, même la grand voile à 3 ris est un peu grande. Donc avec un petit tourmentin, une grand voile à 4 ris, c'est beaucoup plus équilibré. Et alors ça sert pas souvent, mais quand ça sert, c'est utile. Voilà. Donc ça fait que le pied de mât est un petit peu plus usine à gaz, mais ça va quand même, ça se gère. Et puis j'ai changé tout le gréement dormant, je suis en train de changer le gréement courant pour partir avec des drisses neuves. Voilà. Hein, et puis j'ai changé aussi toutes les cadènes, dont certaines étaient quand même assez fatiguées. On a changé les hublots. Le bateau avait un vice, enfin pas un vice, en tout cas un problème à la jonction pont-coque. Elle était légèrement fendue et ça faisait toujours beaucoup d'entrées d'eau. Donc l'été dernier, je suis allé au chantier de Leamington qui fabrique le Contessa 32 et
ils ont fait une réparation de cette jonction. D'accord. Et parce que bon, les entrées d'eau, c'est très usant sur le plan physique et mental. Oui. Et donc dans les hautes latitudes, comme on va être dans le gros temps tout le temps, il vaut mieux éviter ce genre de petits désagréments. Ici on voit l'arrière du bateau avec ici le bustle et l'aileron. Et normalement sur un Contessa 32 standard, ici on a une ouverture comme ça pour laisser passer l'hélice du moteur. Et comme j'ai démonté le moteur, ça faisait un jour inutile et qui représente un frein bien sûr, qui est une catastrophe hydrodynamique. Et donc le chantier m'a fait un super beau carénage, ce qui fait que le bateau, à mon avis, va avoir une bien meilleure stabilité de route et puis va certainement gagner de la vitesse aussi. Donc ça, je trouve ça super. Parce que là, vraiment, on a la carène du Contessa 32 qui est dans toute sa pureté et toute sa beauté, quoi. Et donc ça me fait plaisir. Donc j'ai mis 4 couches d'anti-fouling, même sur la ligne de flottaison, il y a 5 couches. Une chose qu'on n'a pas abordée, c'est l'aspect financier. Tu as des sponsors, tu as des partenaires. Alors j'ai pas de sponsor. Il y a juste l'un de mes 2 sextants m'a été offert par Navastro, qui est une petite boîte qui fait beaucoup de matériel de navigation astronomique. Et je leur ai même pas demandé, quand ils ont su que je faisais le voyage, ils m'ont proposé. Donc, et puis il y a International qui, comme pour tous les participants de la longue route, qui m'a livré l'anti-fouling gratuitement. Et puis à part ça c'est tout, quoi. Donc non, la longue route je le finance moi-même. De toute façon, comme j'avais l'intention de faire le voyage, j'avais fait des économies depuis longtemps. Donc j'ai une certaine masse d'argent qui est réservée au bateau et puis voilà, quoi. Et comme je ne dépense pas pendant mes vacances puisque je travaille au chantier sur le bateau, voilà. Bon, Pierre-André, on va te souhaiter une belle longue route et de toute façon on va te suivre.